Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, mon nom est Marie-Ève Lacombe, conseillère en communication au service des communications de l'UQAT et j'ai le plaisir d'animer ces webinaires pour une troisième saison cette année. Alors, ces conférences servent à partager les résultats des travaux de recherche de membres de l'équipe de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT pour qui l'importance de partager les résultats, les présentations de toutes les dernières avancées est justement primordiale. C'est pourquoi les conférences sont offertes par des professeurs de l'Institut, à l'exception d'aujourd'hui, pour lequel nous vous présentons un webinaire spécial. Donc, avant de vous présenter notre conférencière, je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui est d'environ 40 minutes et sera suivie par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite à poser vos questions dans l'outil questions-réponses au lieu de les poser via le chat. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site Web des webinaires où vous trouverez les webinaires passés. Alors, nous accueillons aujourd'hui Élodie Libert, qui est lauréate du prix du meilleur article étudiant IRMUQAT Polytechnique en restauration minière, et elle nous présente sa conférence intitulée « Simulation de l'effet des changements climatiques sur la performance d'une nappe phréatique surélevée, combiné à un recouvrement monocouche mis en place sur des résidus générateurs d'acide ». Alors, Élodie Libert est géologue chargée de projet à la direction de la restauration des sites miniers au ministère des Ressources naturelles et des Forêts depuis 2018. Elle détient un master professionnel en génie de l'environnement de l'Université Paul Sabatier en France. Elle est également diplômée du microprogramme en environnement minier et de la maîtrise en génie minéral de l'UQAT. Dans le cadre de son mandat à la DRSM, ses principales responsabilités comprennent l'analyse des plans de réaménagement et de restauration des mines actives au Québec. Elle participe aussi au projet de restauration de sites miniers abandonnés Manitou et agit comme personne ressource sur les questions liées au changement climatique au sein de la direction. Alors, je lui cède maintenant la parole et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, merci Marie-Ève pour la présentation. Comme tu l'as dit, je vais présenter une partie de mes travaux de recherche que j'ai fait lors de ma maîtrise. Voici l'article dont il sera question aujourd'hui. Il a été publié dans le Canadian Geotechnical Journal en juillet 2021. Et bien sûr, je veux commencer par remercier chaleureusement mes co-auteurs, donc Isabelle Demers, ma directrice, et Thomas Paps, mon co-directeur, qui, grâce à leur travail et leur support acharné, ont contribué grandement à la publication de cet article. Et bien sûr aussi, merci à Émilie Bresson, notre collaboratrice, qui nous a fourni les données climatiques indispensables à la réalisation de ces travaux de recherche. Le plan de ma présentation d'aujourd'hui, bien sûr, je vais commencer par une introduction. Je vais vous présenter la méthode de restauration dont il est question et on va parler bien sûr des objectifs de ces travaux de recherche. Dans la section méthodologie, on va regarder le site à l'étude, bien sûr, les cellules de terrain, et on va parler de concepts en modélisation numérique et en projection climatique. Dans la section des résultats, je vous montrerai les résultats de la calibration du modèle numérique. On va regarder bien sûr les simulations de la méthode de restauration avec les changements climatiques pour ensuite synthétiser les effets des changements climatiques qui ont été observés sur cette méthode de restauration. Et bien sûr, je terminerai avec des conclusions et recommandations. Pour commencer, un petit rappel rapide de notions importantes en restauration minière. Comme vous le savez peut-être, l'extraction minière de l'or et des métaux de base va générer une quantité importante de rejets, en particulier les résidus miniers qu'on voit ici, qui sont disposés sous forme de pulpe, dans des parcs à résidus. Ces résidus, ils peuvent contenir une quantité importante de sulfure, par exemple la pyrite ici. Voilà, la pyrite ici, qui va, par réaction chimique avec l'oxygène et l'eau, va entraîner la génération d'acidité et des concentrations élevées en métaux et en sulfate. Cette réaction, le résultat de cette réaction, en tout cas, est appelé le drainage minier acide, le DMA que vous voyez ici. On sait que le DMA est fortement nocif, on va dire, pour l'environnement, et il est important de contrôler sa restauration, de contrôler sa génération par justement des méthodes de restauration. Il existe plusieurs types de méthodes de restauration. On a les barrières à l'oxygène, en fait, qui vont aller empêcher l'oxygène ici
de diffuser jusqu'au résidu. Donc, ces barrières à l'oxygène, elles sont de plusieurs types. On a ici le recouvrement en eau, la couverture avec effet de barrière capillaire et la nappe phréatique surélevée. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que ces techniques vont permettre de limiter la migration de l'oxygène, on voit les petites flèches rouges, soit par la présence d'eau libre comme c'est ici, ou de matériaux qui sont saturés. Donc, en fin de compte, la limitation de la disponibilité de l'oxygène, ça s'explique en fait par son comportement dans l'eau. En fait, on le voit ici, le coefficient de diffusion de l'oxygène et la concentration de l'oxygène également, c'est plus faible dans l'eau que dans l'air. Donc, on va permettre, en fait, le flux d'oxygène, lui, va être contrôlé, limité, et on va donc limiter la génération de drainage mini-acide. Donc ici, la méthode de restauration qui a été étudiée dans le cadre de ces travaux de recherche, donc ça repose sur deux techniques. Donc on a la nappe phréatique surélevée à laquelle on a associé un recouvrement monocouche. Donc ici, on voit que l'objectif de la nappe phréatique surélevée va être maintenir les résidus saturés ou proches de la saturation. Et quand on regarde ici les résidus au-dessus de la nappe phréatique, donc ces résidus vont demeurer saturés grâce donc à un phénomène qu'on appelle la remontée capillaire que l'on voit ici. Il faut savoir que plus un matériau est fin, plus cette hauteur capillaire elle sera importante. Donc en fait, les résidus qui ont une granulométrie qui est proche d'un silt, donc c'est une méthode, la méthode de la nappe phréatique surélevée s'applique bien donc, dans les parcs à résidus. Donc en fait, l'épaisseur ici complète de résidus, si on veut qu'au-dessus de la nappe qu'elle soit complètement saturée, il va falloir que cette hauteur soit inférieure à la valeur de l'AEV, donc la pression d'entrée d'air des résidus qu'on voit ici. Et donc, en fait, cette AEV, en fait, elle correspond à la valeur, on le voit ici, où le matériau commence à se désaturer, en fait. Donc, la saturation des résidus, comme je vous le rappelle, ça va limiter la migration de l'oxygène et donc l'oxydation des sulfures qui sont contenus dans les résidus et, bien sûr, donc la génération de DMA. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, il y a des études qui ont démontré qu'il est préférable d'utiliser la valeur de 1/2 AEV. Ici, c'est plus conservateur, donc ça, on s'assure de limiter la génération de drainage mini-acide. Donc ici, vous voyez la représentation schématique en bas là, de la méthode de restauration. Donc vous voyez les résidus, on voit les résidus, la nappe phréatique, les résidus saturés, et au-dessus, donc on voit la deuxième composante ici, donc le recouvrement monocouche. Le recouvrement monocouche, selon le type de matériau qui est utilisé, les objectifs seront un peu différents. Un matériau fin, en fait, il va permettre d'augmenter la remontée capillaire que je vous expliquais tantôt jusque dans le recouvrement. Et donc là, bien sûr, ça va retenir l'eau et puis ça va limiter la migration de l'oxygène. Si on utilise un matériau grossier, c'est un peu différent. Là, on va vouloir favoriser l'infiltration jusqu'aux résidus et ça va servir de barrière à l'évaporation. Et bien sûr, donc après, les résidus, il est possible aussi dans cette couverture monocouche d'utiliser des résidus non générateurs ou des sulfurés, comme c'est le cas ici. Et donc, ces résidus vont consommer en plus une partie de l'oxygène. Donc, la performance d'une méthode de restauration, bien sûr, il faut l'évaluer pour voir si ça fonctionne. Et une des manières de le faire, c'est de calculer le flux d'oxygène vers les résidus réactifs et de le comparer donc, à un critère cible qu'on aura établi. Donc ici, une cible de 32 grammes par mètre carré par an, c'est considéré dans plusieurs études comme efficace donc, pour prévenir la génération de drainage mini-acide. Voilà. Et donc l'autre chose aussi très importante pour la méthode de restauration, c'est bien sûr que celle-ci, elle va dépendre, en fait, sa performance va dépendre de différents paramètres, en particulier ici la propriété des matériaux, l'épaisseur du recouvrement monocouche et bien sûr le niveau de la nappe phréatique. Donc en fait, on le sait, l'approvisionnement en fait, de la nappe phréatique en eau, elle va être tributaire de différents facteurs climatiques et en particulier donc les précipitations et l'évaporation. Donc, une modification positive ou négative de ces paramètres va entraîner bien sûr une fluctuation de notre nappe phréatique et aussi donc de la variation du degré de saturation ici des résidus qui sont situés au-dessus de la nappe. Et donc, ça va impacter la performance de la méthode de restauration. Donc là, bien sûr, je vous parle de précipitation, on pense surtout aux pluies. Et en fait, le maintien de la performance de cette méthode sera particulièrement critique donc, pendant la période estivale. On va le voir un petit peu plus loin pourquoi. Donc, dans un contexte de changement climatique, on le sait, c'est d'actualité, il est important donc, de prendre en compte en fait, les facteurs climatiques sur le long terme pour voir justement qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur la méthode de restauration qui, je le rappelle, est là pour rester plusieurs centaines d'années.
Donc, en fait, jusqu'à présent, l'impact des variations climatiques sur la performance d'une méthode de restauration était généralement pris en compte uniquement sur des courtes périodes et pour des événements extrêmes. Et donc, en date d'écriture de l'article, en tout cas, il n'y avait pas encore de méthodologie systématique afin d'intégrer les changements climatiques dans la conception donc, des ouvrages de restauration minière. Donc, dans ce contexte, l'objectif donc, de ce projet de recherche était donc d'étudier la performance à long terme de la méthode de la nappe phréatique surélevée avec recouvrement monocouche, donc à travers son comportement hydrogéologique et plus précisément de comparer différentes approches de complexité variable pour évaluer donc l'effet du changement climatique. Donc, le volet expérimental, d'abord, a consisté à caractériser les matériaux qui sont étudiés. Il y a un suivi hydrologique de cellules de terrain qui a été effectué. Et enfin, on a déterminé des conditions météorologiques actuelles et futures. Une fois qu'on a obtenu toutes ces informations, on est passé au volet numérique. Donc, lui, il consistait à reproduire donc, en une dimension des cellules de terrain et le parc à résidus aussi du site à l'étude. Et une fois qu'on a eu tout ça, là, donc, ce qu'on voulait vraiment, c'est savoir le comportement de la méthode de restauration avec les changements climatiques. Donc là, il y a 3 approches différentes qui ont été utilisées et comparées. Donc, soit une approche avec une sécheresse extrême. On a utilisé aussi une approche qui utilise l'année avec l'été le plus sec pour plusieurs scénarios climatiques sélectionnés. Et enfin, on a utilisé 80 ans de données climatiques de plusieurs scénarios climatiques. Donc, comme on va le voir par après, vous allez voir que cette étude, en fait, en utilisant plusieurs approches, on a montré que l'impact prévu du changement climatique sur la performance de la méthode de restauration, mais il pouvait varier, en fait, selon l'approche qu'on utilisait. Donc, rentrons dans le vif du sujet et commençons par donc, la présentation du site à l'étude et des cellules de terrain. Donc ici, on est sur le site de la mine Doyon-Westwood, située au Québec, ici. Donc on est à une quarantaine de kilomètres, là, donc, à l'est de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Le gisement Doyon a été exploité donc, à ciel ouvert et de manière souterraine entre 1978 et 2010. Les résidus miniers ont été stockés donc, dans 3 parcs à résidus que l'on voit sur la photo. Et donc, les résidus de Doyon ont été caractérisés comme potentiellement générateurs d'acide et ayant un faible potentiel de neutralisation. En ce qui concerne particulièrement le parc 2 et 3, qu'on voit dans l'encadré rouge, donc, ce parc, la manière dont il l'a construit, les digues permettent en fait de bien retenir l'eau à l'intérieur des résidus et donc on a une nappe phréatique à l'intérieur des parcs qui est proche de la surface. Donc, cette configuration, en fait, elle a permis d'envisager donc, pour la compagnie minière, la méthode de restauration de la nappe phréatique surélevée associée avec un recouvrement monocouche. Donc, en fait, en 2015, dans le cadre de travaux antérieurs, donc les travaux de thèse de doctorat de Nicolas Rey, des cellules expérimentales ont été construites donc, sur le site pour tester la méthode de restauration. Donc, les cellules dont vous voyez la photo ici sur le terrain et aussi la configuration en bas de l'image donc, sont constituées, donc, on le voit, d'1 mètre de résidus Doyon ici, et d'un recouvrement monocouche donc de 1 mètre. Il faut savoir que lors de la construction des cellules, malheureusement, il n'y avait pas assez de résidus Westwood désulfurés de disponibles, donc il a fallu aller chercher un matériau similaire. Donc, c'est des résidus de la mine Goldex à Val-d'Or qui ont été utilisés. Donc, on le voit ici, les cellules de terrain, elles sont équipées à la base d'un drain ici. Le drain, à quoi il sert? C'est donc vraiment maintenir dans la cellule le niveau de la nappe, parce que je vous rappelle, on veut savoir comment elle fluctue cette nappe. Donc là, on maintient, grâce à ce drain, la nappe phréatique à un niveau à la valeur de une demi-AEV ou une AEV. Et on a également différentes sondes ici qui vont mesurer, elles, la teneur en eau volumique et la succion, donc à différentes profondeurs, donc proche de la surface, 10 cm, proche de l'interface entre les deux matériaux à 90 cm, et dans les résidus réactifs à 110 cm sous la surface. Donc, avec ces cellules, un suivi hydrogéologique et géochimique a été réalisé entre 2015 et 2018, et puis j'ai utilisé donc, les résultats de ce suivi dans mes travaux. Donc, comme je vous l'indiquais, les matériaux, bien sûr, il faut qu'ils soient caractérisés. Cette caractérisation, donc, elle a été réalisée lors de la construction des cellules en 2015, ici, dans les laboratoires de l'IRM. Donc, il y a la granulométrie, la densité relative des grains, la porosité et l'indice des vides, donc, qui a été faite à l'aide d'essais de laboratoire maintenant standardisés. Je ne rentrerai pas dans les détails ici.
Les courbes granulométriques donc, que vous voyez sur l'image en haut, donc on voit que la granulométrie des résidus désulfurés Goldex, donc la ligne en bleu, on voit que ces résidus-là sont plus grossiers que les résidus doyons, et les résidus doyons en rouge, donc on voit qu'ils sont dans la norme de ce qu'on s'attend d'un résidu normalement. Il y a certains essais de caractérisation que j'ai quand même réalisés de nouveau, je veux dire, dans le cadre de mes travaux, pour pratiquer le côté laboratoire de recherche dans ce type-là. Et donc, il y a la conductivité hydraulique saturée donc, qui a été réalisée, dont on voit les valeurs obtenues ici. Et on a aussi donc les courbes de rétention d'eau aussi qui ont été réalisées. Donc on voit les résultats dans le graphique du bas. Et en fait, ces courbes de rétention d'eau, en quoi elles sont importantes, c'est surtout pour définir, donc ce que je vous disais, la valeur de la pression d'entrée d'air, l'AEV des résidus, et en particulier ceux de doyons dont on a besoin de l'information critique, c'est donc 1,8 mètres. Donc passons maintenant à la modélisation numérique. Donc, les modèles numériques ont été réalisés donc, à l'aide du logiciel CIBW de la suite GeoSlope. Donc, ce logiciel, en fait, il permet de modéliser des écoulements en une dimension ou en deux dimensions dans des milieux saturés, non saturés. Et ainsi, on simule le comportement hydrogéologique au sein d'un matériau. Donc, ce logiciel, il a été utilisé déjà avec succès dans d'autres travaux de recherche antérieurs. Pourquoi donc on l'a réutilisé ici? Donc, les matériaux qui vont composer nos modèles, bien sûr, il faut les définir dans notre modèle. Donc là, c'est ça que je vous disais, les caractéristiques sont importantes. Donc là, on utilise bien sûr la courbe de rétention d'eau et la fonction de perméabilité pour définir ces matériaux. Donc, une fois qu'on a bâti notre modèle, on fait une première analyse en régime permanent et donc on utilise le niveau initial de la nappe phréatique qui est défini dans ce cas-là comme une charge de pression d'eau dans le modèle. Une fois qu'on a lancé en régime permanent, on lance ce qu'on appelle des analyses en régime transitoire. Et là, en plus du niveau de la nappe initiale qu'on va établir, on va mettre comme condition frontière donc les conditions climatiques de surface. On va utiliser une fonction du logiciel qui s'appelle LCI, interaction sol-climat, où là, vraiment, on va pouvoir indiquer les données météorologiques quotidiennes. Donc, il faut savoir que dans le cas de ce logiciel, le rayonnement solaire et l'évapotranspiration est calculée directement par le logiciel. Donc ici, plus concrètement, les deux modèles numériques que j'ai construits, bien sûr ici schématisés pour que ce soit plus visuellement plus facile à comprendre. Donc le premier, il représente donc les cellules de terrain 1 et 2. Donc on a 1 mètre de résidus doyons à la base et on voit le recouvrement d'1 mètre de résidus Goldex. Donc ce modèle, comme je vous disais, il est construit en ajustant donc le niveau initial de la nappe phréatique ici. Voilà. Et ça constitue donc la condition frontière inférieure. Et là, donc, on regarde ça en fonction des données, on rentre les informations en fonction du suivi des cellules de terrain qui a été effectué. Donc après, on a les paramètres hydrogéologiques qui sont également rentrés dans le modèle. Pour la calibration, on va le voir, les données météorologiques de la période de suivi de 2015 à 2018, donc ce qu'on pourrait appeler les données météorologiques actuelles de l'époque, donc ont été rentrées comme conditions frontières, donc ici en haut. Donc, une fois qu'on a fait ce modèle-là, donc là, il a fallu transposer comme à une échelle, à grande échelle, je dirais. Donc, le parc à résidus numéro 2 donc, du site Doyon-Westwood a été modélisé. Très simplement, c'est à la base l'épaisseur moyenne de résidus que l'on retrouve dans le parc, donc soit environ 7 mètres en fait. Et là, cette fois-ci, on met le recouvrement monocouche avec les caractéristiques des résidus qu'on souhaite utiliser, donc les résidus désulfurés Westwood. Dans ce cas-là, le niveau initial de la nappe phréatique, on le définit à une demi-AEV donc, de la valeur des résidus Westwood. On se rappelle que c'est la valeur critique. Et on applique comme condition frontière supérieure, cette fois-ci, différentes données en rapport avec donc, des scénarios de changement climatique. Donc, comme je vous l'avais mentionné en introduction, donc, la performance de la méthode de restauration, on va la contrôler, la surveiller, on va dire, en regardant en fait, les flux d'oxygène vers les résidus réactifs et qu'on compare donc à un critère d'efficacité cible. Donc en fait, pour obtenir cette valeur à l'aide du modèle numérique, on va se baser sur la quantité de sulfure dans les résidus réactifs, donc 2-4% dans le cas de Doyon, et puis on va pouvoir mettre dans le modèle ce qu'on appelle un coefficient de vitesse de réaction Kr, qui est en lien avec cette quantité de sulfure, et donc le flux d'oxygène va pouvoir être calculé de cette façon-là.
Dans le cas de notre étude, donc, le flux d'oxygène, on l'a calculé entre le 1er juin et le 30 septembre, donc les 4 mois pendant lesquels la couverture est particulièrement exposée à la perte de performance. Comme je vous l'expliquais tantôt, c'est l'été qui est vraiment critique. Et donc en Abitibi, dans la région du site, on a un hiver qui dure environ 4 mois, plus ou moins. Et on a donc une accumulation de neige et la surface gelée du sol qui fait que la diffusion de l'oxygène est empêchée en fait. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le reste de l'année. Donc là, la cible que je vous présentais en introduction de 32 grammes par mètre carré par an, on va la réduire en fait sur 8 mois. Donc on va obtenir 4 grammes par mètre carré par mois. Et si on ramène ça sur l'été, donc on arrive au critère de 16 grammes par mètre carré sur 4 mois. Donc, encore une fois, comme je vous l'avais déjà mentionné, on a bien sûr besoin de données météorologiques actuelles afin de calibrer donc, nos modèles numériques. Donc, c'est les données d'Environnement et Changement climatique Canada, donc pour la station de l'aéroport de Rouyn-Noranda qui ont été utilisées. Elle est située à environ une vingtaine de kilomètres donc, au sud-ouest du site minier. Donc, on a téléchargé les données horaires donc pour toute la durée du suivi des cellules, donc de 2015 à 2018, et à partir de ces données, on a calculé des moyennes journalières. Donc, ces données très importantes sont la température et les précipitations. Donc, vous voyez l'évolution sur le graphique donc pour la période 2015 à 2018. Et aussi, ce qu'on doit mettre dans le modèle numérique, c'est l'humidité relative et la vitesse du vent. Donc, pour terminer le volet méthodologie, on va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a utilisé donc, comme données climatiques futures. Donc, pour commencer, quelques concepts vraiment très rapides en modélisation climatique. Donc, comme vous le voyez sur l'image, un modèle climatique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation numérique de l'ensemble du globe qui va simuler donc, les comportements et les interactions entre différentes couches de l'atmosphère. Donc, par exemple, l'atmosphère, l'hydrosphère, etc. Il y en a quand même plusieurs. Donc, en fait, il faut savoir que comme l'évolution du climat dans le futur va dépendre en fait des quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va retrouver dans l'atmosphère, donc en fonction de comment l'évolution socio-économique de la planète va se passer dans les plusieurs décennies. Donc, même ces scénarios d'émissions, ça s'appelle des RCP et ça représente donc l'évolution possible donc de cette quantité de gaz à effet de serre. Donc, quand même, ces RCP, ces scénarios d'émission, ils sont appelés en fonction du forçage radiatif ici total que ça va atteindre en fait en 2100, comme on le voit ici dans le tableau. Donc, par exemple, le RCP 8.5, qui est donc le pire scénario ici, et donc le forçage radiatif va atteindre une valeur de 8.5 watts par mètre carré en 2100, et ça correspond en fait à une concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui serait supérieure à 1000 ppm. Et en comparaison, actuellement, on est autour de 500. Donc, les modèles climatiques, ils peuvent aussi être de deux types selon la taille en fait, de la grille de calcul. Il y a les modèles globaux et les modèles régionaux ici. Et donc, en fait, selon la taille de la grille de calcul, dure de plusieurs centaines de kilomètres à des dizaines de kilomètres. Et enfin, en fait, pour obtenir l'information climatique à plus faible échelle, il y a des techniques de mise à l'échelle qui sont appliquées sur les modèles climatiques. Donc, en fait, en intégrant les scénarios d'émissions dans les modèles climatiques, on va obtenir en fait des simulations climatiques. Ces simulations climatiques, ça peut être aussi bien des données, donc c'est des données climatiques brutes, mais aussi bien du passé que du futur. Donc, dans toutes ces simulations climatiques, il faut savoir que de par la nature chaotique du système climatique et comme on l'a vu, on peut avoir quand même plusieurs RCP. Donc, ça fait beaucoup de calculs et on peut arriver à un grand nombre de simulations climatiques en fait, qui vont être obtenues et qui vont toutes représenter un futur plausible. Mais c'est ça, comme ça fait beaucoup de données et qu'il faut quand même mettre à la disposition de la communauté scientifique des données, je dirais, plus facilement exploitables, il y a plusieurs centres de modélisation en fait, climatiques à travers le monde qui travaillent de concert pour obtenir en fait, des ensembles de simulations qu'on appelle, comme par exemple les projets CMIP5 et Cordex. Donc, une fois qu'on a à partir de ces ensembles, en fait, les données des simulations elles vont être traitées selon différentes techniques et puis on va aboutir à ce qu'on appelle donc, des scénarios climatiques qui là vraiment sont des projections possibles du climat futur. Donc, on a différentes données qui peuvent être obtenues à partir de ces scénarios climatiques, comme par exemple ici on voit la moyenne annuelle mondiale de la température et, à la surface du globe.
Et donc, on voit que c'est selon un scénario climatique avec différents RCP. Et par exemple, le RCP 8.5 dont je vous parlais, où on voit la ligne en rouge. Donc, dans le cas de notre site, donc, quelles données climatiques on a utilisées? Donc, elles ont été fournies, comme je vous le disais en introduction, par Émilie Bresson, qui était alors postdoctorante à l'IRM et qui travaille pour le consortium Ouranos. Donc, en fait, afin d'obtenir les données des scénarios climatiques pour le site à l'étude, il nous fallait donc des données de base. Donc, on a utilisé les données de la station de l'aéroport de Val-d'Or, qui est située à une soixantaine de kilomètres à l'est du site. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé la station de Rouyn-Noranda qu'on avait utilisée pour les données du suivi des cellules? Parce qu'il y avait beaucoup de données manquantes dans l'ensemble des données, et donc ça n'aurait pas permis d'avoir de bons résultats. Donc, Émilie a sélectionné, comme je vous le disais, en modèle climatique, on a sélectionné 9 ici. Pour chacun, on a utilisé donc, le RCP 4.5 et 8.5. Donc, on le voit sur les graphiques, on obtient donc 18 scénarios possibles à utiliser. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas utiliser 18 données. Donc, on s'est limité, donc on a sélectionné 3 scénarios, en fait, mais d'une manière particulière. Donc, par exemple, le premier scénario en bleu ici, on l'a sélectionné parce que c'était le pire cas en fait, pour la méthode de restauration, avec une augmentation, on le voit, importante des températures, mais une augmentation relativement faible ici des précipitations. Le second scénario, donc en orange ici, on voit, lui, il représente une extrême, celle des précipitations. On voit que c'est parmi ceux qui ont l'augmentation de précipitations la plus importante. Et on a le dernier scénario en vert ici, qui est donc un intermédiaire entre les deux. Donc, les graphiques que vous voyez à droite donc, sont l'évolution de la température moyenne annuelle et l'évolution des précipitations moyennes annuelles donc pour les 3 scénarios et donc pour la période donc, de 2020 à 2100. Et donc, par exemple, rapidement, on peut voir qu'effectivement, pour le scénario 1, qui est donc la ligne bleue, on voit la plus grande augmentation de température moyenne annuelle et surtout, c'est très visible à la fin du siècle. Et si on regarde cette fois-ci les précipitations moyennes annuelles, on voit que donc, le scénario 2, donc, avec les lignes oranges, les pics oranges, on voit que c'est les pics oranges là, souvent qui sont les plus hauts. Comme je vous l'avais également mentionné en introduction, donc on a utilisé 3 approches différentes pour simuler l'effet du changement climatique sur le comportement de notre méthode de restauration, donc dans le cas du site de Wyon-Westwood. Donc, les 3 approches qui ont été utilisées, donc premièrement une sécheresse de 2 mois. On a appliqué en fait ces données-là dans un modèle numérique. On a utilisé pour ça les conditions météorologiques de 2016 auxquelles on a appliqué, on a enlevé en fait les précipitations de juillet et de août. La seconde approche, elle, a consisté à utiliser en fait, les données des 3 scénarios climatiques que je viens de vous présenter et on a extrait de ça l'année, en fait, l'été le plus sec. Donc 2026 ici pour un des scénarios et 2045 pour les 2 autres. Et enfin, donc, on a utilisé l'intégralité des données climatiques de chaque scénario, donc soit 80 ans de données donc, pour les 3 scénarios que je vous présentais. Donc, passons dans le vif du sujet, les résultats. Donc ici, donc bien sûr, comme je vous l'avais expliqué, les modèles numériques, on les a fait pour les 2 cellules, on a calibré ces modèles. Ici, je vous présente que les résultats de la cellule 1 pour des soucis de concision et parce que de toute façon, la cellule 2 nous a permis quand même d'arriver à des conclusions, des résultats similaires, je dirais. Donc, comme je vous l'avais indiqué, les propriétés des matériaux, il faut les préciser dans nos modèles, on les retrouve ici. Et aussi, le niveau initial de la nappe phréatique tel qu'on l'avait observé en fait, sur le terrain, on va le rentrer dans notre modèle. Ici, pour calibrer notre modèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les résultats du modèle numérique et en fait, des données du suivi de terrain. Donc, on a utilisé la teneur en eau volumique, donc avec les sondes, donc je vous disais 10 cm, 90 cm et 110 cm sous la surface. Donc ici, vous voyez les graphiques qui représentent donc l'évolution de cette teneur en eau volumique, donc pour les différentes années du suivi. Vous avez les courbes pointillées qui représentent les données de terrain et les courbes pleines qui représentent le résultat de la modélisation numérique. Vous voyez aussi des petits bâtons gris qui sont donc les précipitations. Donc rapidement, ce qu'on peut dire avec ces graphiques, c'est qu'on voit que la variation de la teneur en eau volumique, elle est directement donc liée au phénomène de précipitation. Ici, on a un bon exemple. Là, dès qu'on a un pic de précipitation, on voit que ça augmente.
On voit aussi que sur les 4 années, on voit que la teneur en ovomulmique à 110 cm, donc les lignes vertes, on voit que ça demeure quand même relativement stable si on compare par exemple avec les lignes bleues. Là, je vous rappelle, on est à 10 cm sous la surface, donc c'est sûr qu'on est beaucoup plus influencé par le phénomène d'évaporation et donc parce qu'on est proche de la surface tout simplement. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que ça nous a permis de faire la calibration du modèle? Donc, en ajustant les paramètres hydrologiques, le niveau initial de la nappe, on a vu qu'on est capable de représenter les données de terrain. Donc, ça nous conforte pour utiliser ce modèle pour représenter le parc à résidus. Donc, si on regarde maintenant ce qu'on a fait avec le parc à résidus et les simulations avec changement climatique. Donc, je vous les remets ici, la simulation de la cellule 1, donc au cours de l'année 2016, là qu'on voit ici, c'est en là où on a utilisé, on était capable de reproduire le mieux possible les mesures de terrain. Donc, on a comme utilisé cette année 2016 comme référence pour la comparer justement avec les conditions climatiques futures. Donc, encore une fois, les propriétés hydrogéologiques calibrées de la cellule 1 ont été utilisées pour utilisé dans le modèle du parc à résidus numéro 2 de Doyon-Westwood. Donc ici, les graphiques que vous voyez en bas de l'image, donc on voit l'évolution du degré de saturation et de la position de la nappe phréatique. Donc encore une fois, comme je vous disais, on se limite à la période critique de l'été. Ici, je vais attirer votre attention uniquement sur les lignes pleines pour le moment. Donc, on voit donc que le degré de saturation, donc à la base de la couverture monocouche, donc la ligne bleue, on voit qu'on a atteint entre 65 au minimum et ici, 65 ici, et 85, on monte jusqu'à 85%. Et on voit par contre que les résidus sous-jacents, donc eux, la ligne rouge, donc ils sont restés proches de la saturation. Donc on a un degré de saturation qui est supérieur à 96% pendant toute la période estivale. Si on regarde maintenant ici la position de la nappe, donc là, on voit qu'on est resté la plupart du temps au-dessus de moins 0,9 m, qui, je vous rappelle, est la valeur là, de la demi-AEV, très importante. Et donc, si on regarde ici la nappe phréatique, on est quand même souvent au-dessus de notre cible. Comme je vous le disais, le flux d'oxygène a été calculé pour voir la performance générale de la méthode de restauration. Et dans ce cas-là, on est arrivé à une valeur proche de 14 grammes par mètre carré pour donc 4 mois sur la durée de l'été. Et donc, cette valeur, on voit, elle est au-dessus de notre cible. Donc, c'est bon signe. La réhabilitation, dans ce cas-là, elle serait considérée comme performante avec, donc, bien sûr, les conditions qu'on a rentrées et les données climatiques qu'on a rentrées également. Donc, si on regarde maintenant la simulation avec les conditions climatiques futures, donc la première approche, je vous le rappelle, on a utilisé une sécheresse de 2 mois. Donc là, on a pris les conditions climatiques de 2016 et on a retiré en fait les valeurs des précipitations pour les mois de juillet et de août. On a utilisé tous les autres paramètres de la simulation, sont restés les mêmes. Donc en fait, ici, le degré de saturation de la couverture et des résidus réactifs, donc on voit les lignes pointillées, on voit que ça a diminué quand même de façon continue pendant les 2 mois de sécheresse ici, qu'on voit ici. Et donc on voit que la diminution, par contre, quand on regarde, c'est plus marqué, bien sûr, ici on le voit dans les résidus réactifs, la ligne bleu pointillée par rapport à la ligne rouge pointillée. Et on voit que donc à la fin du mois d'août, le degré de saturation donc à la base de la couverture monocouche, il était d'environ il atteint un minimum de 55%, alors qu'on avait été capable de le maintenir plus proche de 70% là dans les conditions normales de précipitation. Et donc c'est ça. Donc le degré de saturation des résidus sous-jacents, on le voit, c'est ça, il a un petit peu diminué, là, on voit par rapport à la ligne pleine, mais on est quand même toujours dans des bonnes valeurs au-dessus, proche de 94%. Si on regarde maintenant l'effet de la nappe phréatique, donc le deuxième graphique, on voit qu'il y a quand même un impact plus marqué, et puis on atteint même un minimum de moins 1,1 m, donc à la fin du mois d'août, on est quand même 20 cm en dessous de notre cible. Concernant le flux d'oxygène, encore une fois, il a été calculé et donc là, on obtient presque 24 grammes par mètre carré pour 4 mois ici. Donc on le voit, on est quand même bien au-dessus de la simulation précédente et on est surtout au-dessus de notre cible de 16 ici. Donc ça représente même une augmentation de 71% par rapport au cas de référence. Donc là, clairement, on est en dessous de notre cible, donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir une perte de performance significative de notre système.
Donc pour la deuxième approche, cette fois-ci, on a utilisé donc l'année avec l'été le plus sec, donc pour les 3 scénarios. Donc je vous rappelle ici, on voit rapidement ici les années que je vous avais pointées précédemment. Donc on est pour l'année 2040, on a sélectionné l'année 2045 donc pour les scénarios 1 et 2 et l'année 2026 donc pour le scénario 3. Donc ici, encore une fois, les conditions initiales des propriétés sont les mêmes. Et on a juste, bien sûr, changé comme condition limite supérieure. On a mis donc, les conditions météorologiques quotidiennes qui sont projetées donc, pour chaque scénario. Donc ici, les degrés de saturation, donc on le voit dans la figure ici. Donc on voit que même si pour certains scénarios, on est au-dessus de la simulation de 2016, on voit qu'après, constamment, tout au long de l'été, les valeurs diminuent. Et puis on atteint même des valeurs minimales de 60%. Donc on voit que la couverture elle est affectée par les étés les plus secs projetés. Par contre, on voit que les résidus à la surface ils sont aussi affectés. On voit comme par rapport à la ligne grise, c'est un petit peu en dessous, mais on reste quand même relativement bien saturé avec des valeurs supérieures à 95%. Si on regarde l'effet sur la nappe phréatique, on voit que c'est limité, mais il y a quand même des différences à remarquer. Et encore une fois, on atteint des minimums autour de moins 1,1 mètre, encore une fois 20 cm en dessous de notre cible. Les flux d'oxygène, encore une fois, ils ont été calculés et on peut voir que si on regarde les trois, encore une fois, malheureusement, on est au-dessus de notre cible. C'est quand même un petit peu mieux que la simulation avec sécheresse, mais encore une fois, ça pourrait indiquer dans ces cas-là une perte de performance de notre système. Donc, troisième et dernière approche, cette fois-ci, on utilise l'ensemble des 80 ans de données climatiques, donc avec les 3 scénarios encore une fois. Ici, les résultats, en fait, on les a interprétés, on a comparé les flux d'oxygène cumulés, simulés donc, pendant la période estivale. Donc, on voit les trois graphiques ici. Et donc, on a le flux d'oxygène, donc on voit qu'il varie significativement d'une année sur l'autre. Donc on voit c'est en fonction bien sûr de ce qui se passe, des différents facteurs climatiques. Et on voit que par exemple, il peut y avoir, pour le scénario 1, on a un minimum de 1,1 jusqu'à un maximum de 17,3 qui est observé. On a l'évolution donc, du flux d'oxygène au fil des ans. On voit aussi qu'il varie selon le scénario. On voit que dans les 3 graphiques, on n'a pas le même profil. Pour le scénario 1 en bleu, on voit qu'on a une tendance à la hausse. Pour le scénario 2 en orange, on voit qu'on a une tendance à la baisse. Et pour le scénario 3 en vert, on voit qu'on est relativement stable. Si on regarde maintenant en fait, les flux d'oxygène et qu'on regarde en particulier à quel moment on a dépassé la valeur cible de 16 grammes par mètre carré pour la durée estivale, je dirais. Donc sur les 80 ans, là ici on voit ici sur les graphiques avec les histogrammes, donc le nombre de fois par valeur de flux. Donc on voit par exemple que pour le scénario 1, on l'a dépassé 3 fois la valeur cible, alors que pour les scénarios 2 et 3, on l'a dépassé seulement 1 fois. Et on voit surtout, ce qui est important aussi quand même de noter, c'est que quand on regarde le reste du temps, donc le reste des 80 ans, on est généralement en dessous de notre valeur cible. Et donc c'est vraiment limité les fois où on dépasse le flux d'oxygène. Donc, sachant qu'en fait, le temps nécessaire pour développer le drainage mini-acide dépasse généralement plusieurs mois, on s'attend que même si le flux il va dépasser la valeur cible pendant certaines années, donc bien sûr il ne faudrait pas que ce soit des années consécutives, donc on peut penser que le risque de génération de drainage mini-acide restera faible et qu'on aura une méthode de restauration qui sera efficace et résiliente au changement climatique. Petit problème technique. Oui, merci beaucoup. Donc maintenant, si on finit la partie résultat avec les effets des changements climatiques donc, sur la méthode de restauration. Donc ici, je vous rappelle l'objectif de l'étude, on voulait comparer différentes approches pour évaluer donc l'effet du changement climatique sur la performance de la méthode de restauration. Donc maintenant, les 3 méthodes, en fin de compte, ce qu'elles ont montré, c'est que la performance de la méthode de restauration, donc à rester en dessous d'un flux d'oxygène donné, elle peut être grandement affectée par le changement climatique, mais ce n'est pas dans la même mesure selon l'approche utilisée.
Donc, par exemple, on voit que si on compare les résultats de la période de sécheresse versus l'année avec l'été le plus sec, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a vu qu'utiliser une sécheresse de 2 mois, donc ça a quand même amené à la conclusion que la méthode de restauration pourrait être considérablement affectée par le changement climatique et donc pourrait devenir inefficace sur le long terme. Et donc pas limiter, bien sûr, pas être capable de bien limiter la diffusion de l'oxygène et d'empêcher la génération de drainage mini-acide. Et les résultats obtenus, par contre, avec la simulation avec l'année, avec l'été le plus sec, en fait, quand on a regardé avec chaque scénario, on arrivait quand même à des conclusions similaires. Donc, ce que ça nous fait dire, c'est qu'en fait, quand on conçoit notre méthode de restauration et qu'on utilise une période de sécheresse de 2 mois, et donc, bien sûr, après, en fonction des résultats, on va adapter notre conception. Mais en même temps, en faisant ça, on s'assure en fait d'avoir une conception qui est conservatrice. Et puis, on sait que donc, on va être résilient aux changements climatiques futurs. Si on regarde maintenant l'approche de l'année avec l'été le plus sec versus l'ensemble des données des 80 ans, par exemple, on s'est aperçu que pour le scénario 1 et 3, on a donc les années maximum où le flux d'oxygène se dépasse et atteint son pic, on va dire, donc ici 2045 pour le scénario 1 et 2026 ici, et on voit que ça correspond bien aux années les plus secs qu'on avait utilisées dans l'autre approche. Donc, en fin de compte, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'on pourrait sélectionner les années les plus sèches et c'est une bonne méthode pour donc garder, justement, avoir une idée des flux d'oxygène maximum qu'on va avoir dans un scénario climatique donné. Et enfin, donc la dernière approche, on a utilisé les 80 ans de données. Ce que ça nous a permis de montrer, c'est que, par exemple, dans le cas du scénario 1, qui, je vous rappelle, était celui qui avait les conditions les plus défavorables, donc une grande augmentation des températures et une faible augmentation des précipitations, ici on avait 1 degré de saturation et le niveau de la nappe phréatique qui était en fait dans les résultats plus faible que le scénario 2, alors que le scénario 2 était normalement plus favorable. On a vu aussi qu'il y avait des différences en termes de flux d'oxygène, mais que c'était quand même assez limité à ce niveau-là. Le scénario 3, lui, on a vu que, alors qu'il était considéré comme un cas intermédiaire, localement, c'est lui qui a montré la plus forte perte de performance. Si on regarde maintenant, si on fait une moyenne du flux d'oxygène, donc on voit qu'on a des valeurs qui ont été calculées de 9 grammes par mètre carré sur 4 mois pour les scénarios 1 et 3 et de 6 grammes pour les scénarios 2. Et on voit, super, on est toujours en dessous de notre valeur cible. Donc, bien sûr, si on considère uniquement les moyennes, on voit que donc, la conception de la couverture sur le long terme, on peut donc la juger robuste et on sait qu'elle va résister au scénario de changement climatique qu'on a sélectionné. Et donc, dans l'ensemble, faire une simulation sur 80 ans de toutes ces données, ça permet quand même d'arriver à une conception de la méthode de restauration qui est plus réaliste et bien sûr, on va être encore une fois résilient au changement climatique. Donc, je termine cette présentation avec quelques conclusions et recommandations. Donc, on a vu que les différentes simulations numériques qu'on a réalisées pour étudier la performance de la méthode de la restauration de la nappe phréatique surélevée combinée avec un recouvrement monocouche dans le cas du site d'Oyon-Westwood, donc ça nous a permis d'arriver aux conclusions suivantes. Donc, on a vu que l'utilisation d'une période de sécheresse de 2 mois, donc une sécheresse extrême, c'est conservateur, mais c'est également réaliste, en tout cas dans le cas de notre région à l'étude. On a vu que même si cette approche elle a tendance à surestimer le flux d'oxygène et les conséquences du changement climatique, donc les résultats ils sont quand même assez proches de simulations où on utilise l'année avec l'été le plus sec. On a vu également que les approches qui sont basées sur des événements de sécheresse extrême ou des conditions de sécheresse extrême, donc, par contre, ça ne tient pas en compte de la résilience réelle du système. Par exemple, dans notre cas, on a vu que la probabilité de défaillance du système elle était inférieure à 2% dans tous les cas qu'on a étudiés. Donc, malgré tout ça, c'est sûr qu'une simulation avec sécheresse extrême, ça reste quand même approprié, donc en tout cas pour obtenir une première approximation et des résultats préliminaires. Ensuite, on a vu qu'il y avait quand même des différences importantes entre les scénarios climatiques. Donc, par exemple, quand on utilise le pire scénario basé sur les tendances générales, ça ne va pas forcément correspondre aux résultats les plus conservateurs, je dirais. Et aussi, le fait d'utiliser l'année avec l'été le plus sec, ça ne correspond pas toujours à la même année selon les modèles. Et encore une fois, on n'est pas forcément situé toujours à la fin du siècle. C'est très variable.
On a vu aussi, enfin, que les simulations avec plusieurs années, elle est quand même plus précise, bien sûr, parce que cette fois-ci, on prend en compte les effets cumulatifs, donc par rapport à ce qu'on utiliserait des données d'une année seule. Et enfin, ce qui a été recommandé à la fin de cet article, c'est d'utiliser des approches probabilistes. Ça permettrait, au lieu d'utiliser uniquement des pires conditions, ça pourrait être plus adapté pour améliorer donc, la conception des méthodes de restauration. Donc voilà, je remercie grandement l'équipe des webinaires Mines et Environnement de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces résultats. Et merci beaucoup à vous à distance pour votre attention et votre écoute. Parfait. Merci beaucoup, Madame Libert. C'était très intéressant. Et c'est maintenant le moment de passer à la période de questions. Alors, je vous répète que vous pouvez poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran. On a déjà une première question. Alors, on se lance. La quantité de résidus sur un site minier est-elle un critère de choix pour la méthode de restauration? Et si oui, comment peut-on estimer les quantités de rejets miniers générés? C'est quand même, en plus, une grosse question. Je pense qu'on commence à... Puis, c'est large. C'est large, oui. Oui, c'est sûr que, à ma connaissance, je ne suis pas sûre que la quantité de résidus va avoir un impact direct sur la méthode. Je dirais qu'on l'a vu dans mon cas, c'est plus la configuration. C'est en fait c'est la configuration générale. Donc, évidemment, peut-être la quantité aurait un impact, mais là, je ne peux pas répondre comme ça. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais je dirais que la quantité de résidus, ce qui va être important, c'est lorsqu'on va vouloir justement faire des modèles numériques, où là, donc, on a vu, c'était très simple, c'était à une dimension, mais c'est sûr qu'on a des logiciels qui nous permettent de pousser plus loin, vraiment avoir 2 dimensions, même 3 dimensions, et là, effectivement, on va rentrer l'épaisseur réelle, la quantité réelle de résidus qu'on a pour avoir des estimations qui sont plus réalistes, je dirais. Exactement. Sinon, c'est un élément parmi plusieurs oui, qui forment tout. Exactement. Parfait. C'est un ensemble d'informations à prendre en compte exactement. pour choisir notre bonne méthode de restauration. Exact. Parfait. Merci. Donc, prochaine question. Vous recommandez une approche probabiliste pour considérer les changements climatiques dans l'évaluation de la performance à long terme. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc ça, c'est vrai que ça tombe un peu comme un cheveu sous la soupe dans ma présentation, mais c'était dans l'article, c'est ce qui a ressorti à la fin. En fait, l'approche probabiliste, c'est que là, on l'a vu dans le cadre de nos travaux, on a utilisé des données, je dirais, ponctuelles, entre guillemets, donc vraiment des données de pire scénario. Et puis, on a vu, c'est ça que ça nous donne donc un résultat. Mais c'est ça, c'est qu'en utilisant des fonctions, par exemple, si on utilisait des fonctions de probabilité de nos données climatiques, on n'arriverait pas à une valeur, par exemple, du flux, mais on aurait comme une gamme de flux possibles. Et donc, ça nous permet d'être plus réaliste et puis d'avoir une gamme de performances possibles et donc d'ajuster après notre configuration en fonction de ces résultats-là et encore une fois d'être un petit peu plus proche encore de la réalité. Parfait. Merci. Prochaine question, peut-être un peu technique. Comment est-ce que le flux d'oxygène a été calculé dans les simulations? Est-ce par un logiciel de la suite GeoStudio? Je sais que vous avez parlé d'un logiciel. Oui. En fait, c'est ça, c'est que donc on a utilisé SIPW, qui est donc un logiciel de la suite GeoSlope. Et vraiment, comme je l'avais mentionné peut-être un peu rapidement, c'est ça, il y a encore une fois, le logiciel permet de rentrer des informations. Donc là, la quantité de sulfure dans les résidus, en fait, elle permet d'avoir comme un genre d'équivalent de coefficient de diffusion de l'oxygène. Et donc, cette information-là, on peut la rentrer dans le logiciel. Et le logiciel va permettre de nous donner des valeurs de flux. OK, quand même. Grâce à ces logiciels, oui, c'est très, très, très... Oui, beaucoup de valeurs, beaucoup d'informations qu'on peut rentrer. Exactement. Qui sont très facilitant. Parfait, merci. Alors, à l'été 2023, on a battu des records de sécheresse. Est-ce que vous avez refait la modélisation en utilisant les données météorologiques de la saison? J'en déduis que non, étant donné... Oui, mais pour rappel, je ne sais pas si vous avez regardé les dates, mais c'est sûr que moi, j'ai gradué en 2019. Donc, c'est sûr qu'on est quand même quelques années plus tard. Mais c'est sûr que ces informations-là, elles ont été forcément fournies. La compagnie minière, on s'entend qu'elle était très intéressée par ces résultats. Et donc, c'est peut-être eux, à l'interne, peut-être qui ont poussé un petit peu plus. Et puis, effectivement, ces informations-là, ça peut être intéressant de refaire les simulations avec des nouvelles données pour voir si les conclusions auxquelles on est arrivé avec un nouveau jeu de données, est-ce qu'on est arrivé aux mêmes conclusions? Mais je vous dirais que ça, c'est entre les mains de la compagnie minière maintenant. Oui, c'est ça. Avec des vraies données vécues, voilà, c'est ça, extrêmes. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut continuer à regarder. D'autres projets de recherche. Aussi.
Alors, prochaine question. Est-ce que ces approches peuvent être utilisées quel que soit le type de résidu? Les approches avec les changements, je pense qu'on parle des approches, Oui. les 3 approches avec les changements climatiques. Exactement. Oui, je pense que peu importe les... Parce que là, l'approche climatique, c'est en fait, c'est ce qu'on veut, c'est au niveau, ce qu'on voulait voir, c'est comment le système il réagissait en fonction de données climatiques. Donc, en fait, non, c'est vraiment les données climatiques qui sont différentes, mais après, non, il n'y a pas vraiment de... On pourrait l'appliquer dans n'importe quel type de résidu, n'importe quel type de méthode de restauration aussi, bien sûr. Oui, Donc, oui. c'est ça. OK, parfait. Super. On a encore plein de questions. Non, Alors, quelle est l'approche que vous avez utilisée pour prédire les données climatiques futures? Je ne sais pas si on l'a abordé. Oui, ben c'est ça que j'avais essayé un petit peu de vous synthétiser quand on parle de modèles climatiques. Et donc, comme je vous dis, c'est ça, on peut aller chercher sur Internet tout simplement des simulations climatiques. Donc, est-ce qu'elles sont disponibles sur le site d'Ouranos? Oui, ou Oui, même hein, plein d'autres sites, c'est facile de trouver. Donc, comme je vous disais, c'est ça, Émilie est vraiment partie on avait 9 modèles, 8 ou 9 modèles, là j'ai un petit blanc, donc on a plusieurs modèles. Ces modèles-là, donc là, le RCP 4.5, 8.5, encore une fois, 4.5, 8.5, on veut toujours avoir, vous avez vu comme il y a beaucoup de variabilité entre les différents scénarios, ben c'est ça, on essaie quand même de chercher différents comportements, je dirais, à long terme. Et puis, c'est donc avec ces modèles-là, Émilie a fait du post-traitement, elle a rentré ce que... C'est un peu comme, je vous disais, la calibration des modèles-là, c'est un peu la même chose dans le sens qu'il faut qu'on rentre des données passées pour voir justement est-ce que notre modèle climatique est capable de reproduire nos données passées. Si on voit qu'il est capable, OK, ça nous rassure, on sait qu'on va pouvoir avoir une estimation qui est réaliste du futur. Donc, en fait, c'est ça. Et après, donc, elle est capable, avec ça, elle était capable de sortir des données de précipitation, toutes les données, je vous parlais, précipitation, température, humidité relative du vent, vitesse du vent. Et donc là, avec les données, c'est des données projetées futures qu'on a mis dans notre modèle. Exact. Parfait, merci. Maintenant, si la durée de modélisation ne nous permet pas de faire tourner le modèle sur de nombreuses années, conseillez-vous de simuler une sécheresse estivale sur plusieurs années consécutives afin de simuler les changements climatiques? Oui, ben, c'est sûr que c'est ça ce qui arrive. C'est ça en fait qu'on voulait montrer un petit peu en utilisant différentes approches et que j'ai peut-être pas mentionné. C'est sûr que le 80 ans de données, ben, ça fait de la donnée et puis le logiciel, ben, il tourne et puis ça prend beaucoup de temps pour avoir le résultat. Donc c'est pour ça que les sécheresses de 2 mois, comme ça, c'est moins de données, mais c'est sûr au moins, comme on disait, ça donne au moins une idée, une première idée, une estimation. On sait qu'au moins, si on s'appuie là-dessus, on sait que c'est très conservateur, donc on a quand même on est rassuré en fait d'avoir bien designé notre méthode de restauration. Et donc, rappelle-moi un petit peu où est-ce qu'on s'en allait avec ça? C'était pour les changements climatiques. Est-ce que, un instant... Le fait, oui, de simuler, je me rappelle. Oui, c'est ça, dans le fond. Encore une fois, on peut s'amuser avec les données. Donc, c'est sûr que là, vu qu'à chaque fois, on a enlevé les précipitations, en fait, c'est sûr, comme je vous dis, on a vu que la résilience du système aussi, d'une année sur l'autre, les pluies qui seront tombées avant l'été, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le niveau de notre nappe phréatique. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des résultats plus ou moins, la nappe ne va pas être la même selon les précipitations qui ont été reçues avant. Mais c'est pour ça qu'on on va essayer comme une année de référence, et puis on va enlever les précipitations, et au moins, on a quand même déjà une bonne idée du pire scénario, et bien, on va être capable de bâtir quelque chose en partant de ça. Oui, exact. Parfait. Alors, une autre question un peu sur le logiciel. Donc, est-ce que vous avez calibré les valeurs du flux d'oxygène à partir de mesures terrain pour ensuite extrapoler les analyses, ou est-ce que vous avez utilisé les valeurs calculées par le logiciel directement? Non, uniquement les valeurs calculées par le logiciel. Donc, vraiment, on a juste entré comme le coefficient, et puis on a fait confiance au logiciel. C'est bien ça. Parfait. Mais après, effectivement, ça pourrait être plus poussé pour vérifier les vraies données avec ces résidus sur le terrain. En même temps, ça fait travailler les logiciels, ça nous fait aussi... C'est sûr qu'après, c'est une question de temps. Hein. Les travaux de recherche de maîtrise, hein, c'est limité dans le temps, on ne peut pas non plus tout faire. Donc, il y a des moments où il y a des données qu'on doit utiliser, les données de la littérature, hein, bien sûr. Exact. Parfait. Alors, on a encore le temps pour quelques questions. Est-ce que la quantité de neige qui tombe pendant la période hivernale pourrait également influencer la performance de la méthode de restauration testée?
C'est vrai, ça, hein? Oui, Surtout dans oui, notre ben, région. c'est sûr que c'est ça, encore une fois, que la neige, comme je le disais, on avait regardé, on sait, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les calculs, bien sûr, ils ont été faits à chaque fois avec les données complètes, donc vraiment l'année complète, et c'est les résultats, on s'est focusé sur l'été parce qu'on sait que c'est là où il y a la perte de performance qui va être la plus critique. OK. Donc effectivement, c'est sûr que le logiciel, lui, comme je vous avais dit, on a différentes informations, les précipitations, à mon souvenir, on est capable, les précipitations de neige aussi sont prises en compte, donc c'est sûr qu'on est capable dans le logiciel de savoir, est-ce que on est capable de renseigner dans le logiciel l'épaisseur de neige, je ne me souviens plus exactement si on peut la mettre, mais vu qu'on prend en compte les précipitations qui englobent la quantité de neige aussi, ben, d'une certaine manière, c'est pris en compte dans notre calcul de modèle. Parfait. Je pense qu'on a le temps pour une petite dernière. On y va. Allons-y. Donc, à votre avis, est-ce que les effets des changements climatiques auraient pu être différents avec une nappe surélevée combinée à un recouvrement de granulométrie grossière? Grossière. Oui, ben, c'est sûr que ça aurait une différence parce que comme on l'a vu en introduction, l'objectif du recouvrement ne va pas être le même selon que c'est grossier ou fin. Fin, je vous rappelle que ce que ça aide beaucoup, c'est que notre hauteur capillaire va se transposer dans le recouvrement. Donc là, on a vraiment s'assuré que les résidus sont vraiment saturés. Si c'est grossier, c'est sûr que là, par exemple, pendant une période de sécheresse, ça pourrait se drainer plus rapidement. Donc là, on pourrait arriver à un stade où peut-être la nappe va descendre un petit peu trop et on aura une petite partie de nos résidus réactifs qui vont être exposés. Donc c'est ça. Et donc forcément, là, c'est plus la succion ici qui rentre en ligne de compte. Et donc, oui, effectivement, on aurait une modélisation différente et des résultats différents. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine la période de questions. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites au webinaire et il sera rendu disponible sur le site Web. Et si vous désirez une attestation de présence, nous pouvons vous en fournir une sur demande. Alors, notre prochain rendez-vous, voilà, il sera avec la professeure Lucie Coudert qui nous présentera une conférence intitulée « Bilan de la chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur le retraitement des rejets miniers ». Alors, les inscriptions sont ouvertes. On vous invite à aller sur le site des webinaires. Donc, je vous remercie à vous, public, d'être fidèle au poste avec nous. Merci beaucoup, Élodie Libert, pour cette conférence très intéressante. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.